C'est un plaisir de vous accueillir à ce nouveau numéro de l'entretien. Aujourd'hui, nous allons parler du discours et du récit dans la société sénégalaise. Discours et récit, leur fonction, leur rôle et leur nature. Alors, on le sait, la prise de parole tient une place de plus en plus importante dans notre société, qui est une société de tradition orale. Et les discours les plus écoutés sont ceux-là faits par les hommes politiques ou les guides religieux. Notre invité qui va nous parler, qui va nous faire l'analyse de ces discours politiques et religieux est Mamaram Seck. Mamaram Seck, il est linguiste, enseignant, chercheur à l'IFAN et il a travaillé particulièrement sur l'analyse du discours. Bienvenue et merci d'avoir accepté de venir à l'entretien. Merci M. Khan de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être ici. Alors, je dis que vous êtes linguiste, ce n'est pas votre première fonction. Et vous avez commencé par enseigner d'abord et puis vous avez fait une formation en Suisse et aux États-Unis. Expliquez-nous rapidement cela. Oui, j'ai fait naturellement l'Université de Dakar jusqu'à la maîtrise. Ensuite, j'ai enseigné un peu et par la suite, j'ai décidé d'aller en Suisse, à Genève, pour poursuivre des études en linguistique. J'ai fait 2 ans à Genève et puis j'ai obtenu mon DEA en linguistique française. Et j'ai obtenu une bourse du gouvernement suisse pour aller aux États-Unis comme étudiant en échange. Et là-bas, j'ai continué. Vous y êtes resté? Oui, finalement, je devais y être pour 1 an, mais l'Amérique étant ce qu'elle est, donc j'ai été tout de suite attiré par la langue, etc. Et puis je suis resté. J'ai fait une thèse en linguistique à l'Université de Floride. Voilà, et j'ai enseigné aussi un peu aux États-Unis avant de rentrer au Sénégal. Voilà. Donc vos recherches ont porté sur l'analyse du discours, mais vous vous êtes d'abord intéressé au discours des politiciens. Peut-être que c'est eux qui parlent le plus, c'est les plus audibles. Oui, c'est vrai que même pour ma maîtrise et mon DEA, j'ai travaillé sur le discours politique. Et ça m'intéressait beaucoup à l'époque, mais par la suite, j'ai été attiré par le discours généré autour des cercles soufis. Voilà, et finalement, depuis lors, je ne travaille que sur le discours religieux. D'ailleurs, vous avez sorti un livre qui porte sur ça. Vous l'avez écrit en anglais? Voilà, c'est un livre que j'ai écrit, que j'ai intitulé Narratives as Muslim Practice in Sénégal, donc les récits comme pratique musulmane au Sénégal. Voilà. Donc nous allons en parler. Alors, mais vous avez commencé à travailler sur le discours politique, et puis ça a glissé vers le discours religieux. Alors, qu'est-ce qui a amené, quelle est la motivation de ce glissement, si on peut dire? C'est une très bonne question. On me pose cette question très souvent. Mais pour moi, la transition, elle est toute faite. Parce que si on regarde la fonction des 2 types de discours, elle est presque la même. C'est la persuasion, c'est essayer de convaincre un groupe, qui soit des militants ou des disciples, voilà, les mobiliser autour d'un objectif, d'un idéal, je crois. Donc c'est un peu la même chose. La transition était facile. Alors est-ce que le chanteur Ismaël Lô a dit comment la parole est vitale pour les chanteurs, n'est-ce pas? Alors est-ce que pour les hommes politiques, ils sont tenus quand même de beaucoup parler? Alors, et pourtant, on dit que la parole, ils sont obligés de parler quand ils sont au pouvoir, pour chercher le pouvoir. Et pourtant, on dit que le silence, qui est le contraire de la parole, est un attribut du pouvoir, le silence. Bon, on le dit. Alors, comment ils font? On le dit, peut-être ça peut marcher dans certaines cultures, mais pas ici. Moi, je pense que même ceux qui sont supposés être silencieux, en réalité, ne le sont pas. Il y a d'autres qui parlent en leur nom. Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas convaincre sans parler. Donc le discours, en tout cas, est central à l'exercice du pouvoir, qu'il soit religieux ou politique. Alors vous qui avez travaillé, Mamaram Seck, sur le discours, ou qui l'avez analysé, qu'est-ce qu'un bon discours? Évidemment, on sait, celui qui parle bien n'est pas forcément un beau parleur. Ce serait même péjoratif de le qualifier de beau parleur. Mais
qu'est-ce qui fait un bon discours? Exactement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce qui fait un bon discours, à mon avis, c'est d'abord un bon contexte. Oui. Il faut parler là où il faut, au moment où il le faut. Donc, il y a le contexte temporel et le contexte spatial qui déterminent le discours. Donc, et ensuite aussi ceux à qui on s'adresse. Voilà, donc ces trois éléments, le contexte temporel, spatial, mais aussi l'audience, tous ces éléments voilà, doivent nous guider pour nous adresser à des gens. Donc la prise de parole, surtout quand on s'adresse au public, doit être bien analysée, doit être opportune, voilà. N'est-ce pas? Voilà, bien préparée, bien pensée. Il faut que ça colle au temps et à l'espace. Alors, l'usage de la parole, l'importance de la parole pour l'homme politique. Alors, vous avez participé à un ouvrage collectif dans lequel d'ailleurs vous avez publié un chapitre sur les stratégies discursives dans le discours Wolof d'Idrissa Seck. Idrissa Seck, il fait partie des... il sait discourir, aussi bien en Wolof qu'en français. Oui, là j'ai été vraiment... c'était à l'époque où il s'adressait aux Sénégalais à travers des CD qu'il donnait aux journalistes. Alors, une fois, j'ai été impressionné par la qualité de son discours, aussi bien en Wolof qu'en français, mais aussi la façon dont il jouait avec les deux langues. Voilà, donc ce qu'on retrouve dans son discours Wolof était presque différent, totalement différent de ce qu'il disait dans le discours en français. Simplement parce que là, dans le discours en français, il s'adressait non pas seulement aux Sénégalais, mais au monde entier. Voilà, et que dans le discours Wolof, il voulait toucher voilà, une frange spécifique de la population. Donc les deux discours étaient naturellement différents. Et pourtant le contexte était le même. Alors ça veut dire quoi? C'est un tribun, il sait manipuler le discours, il sait l'orienter, il sait tenir compte du contexte. Si vous le regardez d'ailleurs, il ne parle que dans des contextes particuliers. Et c'est la prière de l'Aïd, donc de la Korité, de la Tabaski, ou un événement politique majeur, la fête de l'indépendance, etc. Donc, il sait choisir ses moments pour parler, et quand il parle, ça fait du bruit, donc voilà. Donc les gens savent qu'il a parlé. Je rappelle, Mama Ramsey, que vous avez analysé le discours aussi bien politique que religieux, et Idrissa Seck, on peut penser qu'il est l'homme politique qui fait plus référence à la religion dans ses discours. Qu'est-ce que cela y apporte? Non, simplement parce qu'il sait à qui il s'adresse. Donc, les Sénégalais, dès que vous faites référence au Coran, voilà, ou à nos guides religieux tels que Cheikh Ahmed Bamba, El Hadj Malick Sy, etc., ça les intéresse. Maintenant, en même temps, on peut faire passer un message purement politique. Voilà, donc il sait jouer dans les deux temps, dans les deux espaces. Donc, ce qui fait que, il est très apprécié par ceux qui sont intéressés justement par ça. Parfois aussi, certains le critiquent pour dire non, il faut séparer la religion de la politique, mais voilà, je pense qu'il a un peu modéré son discours dans ce sens-là, mais je crois que parfois aussi il fait référence, soit récemment il l'a fait avec les écrits de Cheikh Ahmed Bamba. Donc je crois qu'il continue à le faire. Il n'a pas usurpé son surnom de Mara qu'on lui donne. Est-ce que ça a plus d'impact, cette référence religieuse dans les discours, quand on s'adresse au plus grand nombre? En tout cas, quand il est au sein de la communauté mouride et qu'il fait référence aux écrits de Cheikh Ahmed Bamba, je suis sûr et certain que cela intéresse son audience, donc les mourides. Il sait vraiment choisir, comme je l'ai dit tantôt, le contexte dans lequel il prend la parole et le contenu aussi de son message en fonction avec cet espace et ce moment. Alors, quand on examine bien les choses, on a l'impression que le pouvoir politique a besoin du pouvoir religieux
pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir exister, pour pouvoir même perdurer. Hein? Alors, est-ce qu'ils ont besoin, tous ces hommes politiques, ils donnent l'impression aussi d'avoir besoin de ces guides pour accéder au pouvoir. Ah oui, je pense que quand j'entends certains dire qu'il faut séparer la religion de la politique, ça me fait rire un peu parce que je me demande s'ils ont suivi l'histoire politique. Oui, ce n'est pas le texte fondamental qui le dit, la laïcité, ce n'est pas cela. Voilà, oui, vous savez, M. Khan, parler de la relation entre la politique et la religion au Sénégal, c'est vraiment suivre le cours normal de l'histoire, parce que l'histoire du Sénégal a démontré que ces deux entités ne sont pas antinomiques. Hein? Et la religion est au cœur de la politique aussi fait parfois appel à la religion. Donc, et ça date de très longtemps. Je peux juste citer quelques exemples. Oui. Par exemple, on nous dit tous que le président Senghor était très proche de Serigne Fallou Mbacké. On se rappelle tous de l'inauguration de la grande mosquée de Touba, où Senghor avait prononcé un grand discours. Voilà, donc les deux hommes étaient très proches. Senghor était aussi proche de Serigne Fallou que de Serigne Babacar Sy de Tivaouane. Donc nous avons vu ça. Plus tard, nous avons vu aussi la relation qu'entretenait le président Abdou Diouf avec Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Donc ça, nous l'avons vu. Ensuite, plus récemment, Abdoulaye Wade, qui d'ailleurs a quand même développé cette relation entre le religieux et le politique en faisant allégeance à son marabout, à Touba, et voilà, en déclarant publiquement qu'il était mouride. Et il a agi en tant que mouride tout le long de son mandat. Et on a l'habitude de dire et de penser que c'est avec Abdoulaye Wade que vraiment ces relations, cette allégeance a atteint son point culminant. Voilà. Les ministres allaient à Touba. Voilà. C'est avec Wade vraiment que ça a atteint ce point-là. Oui, mais il ne faut pas perdre de vue que ça a existé avant. Oui, peut-être que ce n'était pas aussi public que ça l'était avec Wade. Oui. Mais quand même, il faut reconnaître qu'Abdoulaye Wade a quand même ce problème, cette problématique a atteint son point culminant, comme vous le dites, avec Abdoulaye Wade et son allégeance à Serigne Saliou Mbacké, n'est-ce pas, ses relations avec le marabout, voilà, et voilà, pendant tous ces deux mandats, je pense qu'il a été quand même le talibé mouride, président de la République du Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous pensez, professeur Mamaram Seck, de la lecture que certains ont vraiment faite de l'inauguration de Massalikul Jinane? Parce que quand même, on dit, c'est le succès, ce qui s'est passé, c'est le succès de la religion. Et quand il y a le succès de la religion, il y a l'échec des hommes politiques. Ça a été vu comme ça. Alors, et puis surtout avec les retrouvailles entre Wade, Macky, et puis même ce qui suivra après, la libération de Khalifa Sall. Oui, à mon avis, c'est un peu erroné de dire que c'est le succès des religieux. Ah oui? Je pense franchement que ça a été la consécration d'une relation, de quelque chose qui se tramait pendant peut-être longtemps, on ne sait pas, et que le Massalikul Jinane a offert ce contexte dont je parlais, voilà, qui était adéquat, qui était presque rêvé, voilà, pour les deux camps, que ce soit pour Wade que pour Macky Sall, pour sceller donc les retrouvailles, voilà, politiques. Hein, moi, je pense. Hein, je crois que donc c'est quelque chose peut-être dont le marabout était au courant, tout ce qui entourait en tout cas ces deux hommes étaient peut-être au courant, mais il fallait attendre le moment opportun pour le rendre public, et ce qu'ils ont fait. Alors, on aurait tort alors de penser que pour faire des choses grandioses, importantes, décisives, les hommes politiques ont absolument besoin de la caution du religieux. Effectivement, mais rien ne peut se faire, ça a été démontré, rien ne peut se faire dans ce pays sans la religion. Et souvenez-vous,
quand le président Macky Sall venait juste d'arriver au pouvoir, Oui. hein, qu'il avait déclaré, je pense que c'était pendant la campagne, Oui. que les marabouts étaient des citoyens ordinaires. Oui. Mais certains ont estimé qu'il avait blasphémé ah pratiquement oui, en disant cela. oui, Et mais pourtant, l'avenir nous oui. a démontré le contraire. Ah oui. Hein, et je pense qu'il s'est tout de suite ressaisi. Voilà, il a compris que rien ne pouvait se faire dans ce pays sans les religieux. Donc Oui. je crois que nous sommes toujours dans cette situation-là, Oui. où le politique et le religieux Oui. cheminent ensemble. Les hommes politiques consultent les religieux, Oui. voilà, dans tout ce qu'ils font. Oui. Et peut-être que les religieux aussi Oui. les consultent pour d'autres affaires. Ah oui, On ne c'est sait ça, pas. sûrement. Mais en tout cas, il Oui. y a certainement une relation Oui. fluide, voilà, du gagnant-gagnant entre Oui. les deux camps. Alors cette interpénétration des relations entre les religieux et les hommes politiques, alors ça se voit aussi sur les thèses des structures, sur la structure des récits soufis en Wolof. Alors ces récits en fait, d'après votre livre, ce que vous avez écrit, ces récits ne sont que des sortes d'histoires sur les hommes religieux. Finalement, ça pourrait se résumer à ça. Voilà. Hein? Voilà. On parle beaucoup des hommes religieux, oui, de leurs faits. Oui, je suis parti du constat qu'à chaque fois que des adeptes d'une confrérie, des disciples d'une confrérie se retrouvent, Oui. Ce qu'ils font, c'est raconter l'histoire des guides, Oui. qu'ils soient contemporains ou anciens, voilà, et les talibés, comme on les appelle, n'en ont jamais assez. Hein. Ils ont toujours envie d'écouter ces histoires, ces récits, qu'ils soient anecdotiques ou biographiques, pour se motiver davantage. Donc je me suis dit, mais tiens, je pense que ça fait partie de la pratique religieuse au Sénégal que de raconter l'histoire, n'est-ce pas, des guides religieux, tout simplement. Oui. Alors, et puis, ces récits ont une structure, hein, vous le démontrez, alors, et qui est particulière, alors, pour montrer les miracles. Oui. Les miracles faits par un saint homme toujours, le guide religieux dont il parle. Et puis, ensuite, il y a l'introduction, il y a les actions, et puis, finalement, toujours, une évaluation. Voilà. C'est en 3 parties. C'est voilà. comme ça que c'est structuré ces récits. Voilà. Donc, quand j'ai décidé naturellement de travailler sur les récits, je me suis intéressé à la structure canonique des récits telle que développée par William Labov, Lanneke, sur les récits juifs, sur les récits d'expériences personnelles aux États-Unis, etc. Donc j'ai regardé la structure de ces récits, et c'est des récits en 5 temps. Il y a toujours une orientation où on nous donne des informations sur les protagonistes, sur le lieu, etc. Suivi d'une complication des actions donc, qui sont menées par ces protagonistes, suivi d'une évaluation. Ensuite, il y a une résolution et il y a une fin qu'ils appellent coda. Donc je me suis dit, mais tiens, moi le type de discours, le type de récit qui m'intéresse n'est pas structuré de la sorte. Alors donc j'ai vu là une disparité, j'ai vu là une grande différence et je me suis jeté voilà, à l'eau pour creuser, et ce qui m'a fait découvrir qu'en fait, nous, dans les récits que nous racontons... Les récits en Wolof, vous avez retrouvé ça? Vous n'avez pas retrouvé ça dans les récits en Wolof? Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, les récits qui sont générés dans les cercles soufis sénégalais, il y a toujours ce que j'ai appelé, moi, une préhistoire. Donc, c'est un thème. Voilà, pour quelqu'un qui est habitué à écouter ceux-là qui racontent l'histoire des guides religieux, ils savent tous qu'il y a toujours une thématique. Dès qu'on l'entend, on sait qu'une histoire va survenir. Oui. Alors, on va parler d'un texte en Wolof qui illustre très bien cette composition du récit. Voilà, je peux vous donner un exemple, mais vous me laissez terminer un peu. Donc, après cette préhistoire, naturellement, il y a l'orientation où
on donne l'information sur ce qui était impliqué dans l'histoire, où ça s'est passé, etc. Les actions miraculeuses du guide, et tout de suite après une évaluation qui ferme l'histoire. Donc il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de coda. Et voilà. Donc, et je peux vous donner un exemple. Ici, c'est l'exemple qui ouvre cet ouvrage. Alors, c'est un récit qui a été raconté par un petit-fils de Cheikh Khadim, Cheikh Ahmed Bamba, Serigne Moustapha Mbacké, Ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké. Donc il avait raconté une fois, il a dit fii jumaa ji ne gaynde ngi fi woon waaye mel na ni nag ba mu ko fàkkee fàkkub yërmande la ko def. Il parle de Serigne Touba. Ndax fii kër Serigne Saliou gi ne Serigne Saliou dégg naa ci làmmiñam mu ni sëñ bi toog na fii di bind ci garab gi mu taalifee Matlabul Fawzayni lu mel ni dimb la woon. Dimb c'est un arbre. mu toog fii ak ngara gaynde di ko dàq ba fekk sëñ bi toog ci got bi ba ñëw waaye ngara gi daal di yeewu daal di fab tànk yi teg ko ci kaw sëñ bi ñaari tànk kanam yi gaynde gi di ko xool ba yàgg ne waññit mbaam àll laa wax c'est le marabout qui parle. léegi nag ci ngay daal di xamee ni kon moom bi mu fàkkee dëkk bii rek ci la ko def muy dëkkub yërmande nga xam ni rabi njaay àll yiy fàdde sax suñuy fàdd ba agsi fii taxaw loolu nga ciy déggee. C'est tout bas. Voilà. Donc vous voyez, c'est l'exemple typique donc d'un récit soufi dont la préhistoire, c'est juste dire que ici à Touba, il y avait des animaux sauvages. Que Touba, là où Touba se trouve aujourd'hui, était simplement une forêt classée avec des animaux sauvages. Mais ensuite, il commence son histoire avec en situant l'événement. Donc, ci garab gi mu taalife Matlabul Fawzayni. Ça, c'est des éléments d'orientation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un lion qui poursuivait donc un animal. Ak ngara gaynde di ko dàq ba fekk sëñ bi fii, etc. Donc, et tout de suite après, il était sauvé. Voilà, il était sauvé. Et puis l'évaluation, c'est quoi? C'est de dire que Touba est donc une ville de paix. Voilà, un refuge. Voilà, et donc et je pense que c'est ça que les mourides d'ailleurs ont retenu. Donc tout le monde veut. Il fut un temps, tout le monde voulait aller à Touba, surtout s'il se sentait menacé ou poursuivi. Voilà, donc Touba a toujours joué ce rôle de refuge pour les mourides. Alors, ces récits, dans leur interprétation, comme vous venez de le faire, est-ce qu'on peut y voir la cause de les nombreuses contestations qu'il y a eu justement avec l'écriture, la tentative de rédaction, la rédaction de l'histoire du Sénégal? Parce que c'est les nombreuses contestations sont venues des familles religieuses. Bon, dans le livre, je parle de la relation entre ces récits-là et l'épopée. Et feu Bassirou Dieng, professeur Bassirou Dieng, il a fait un travail avec Liliane Castelot, les deux sont décédés, paix à leur âme, sur justement cette transition de l'épopée donc des rois à l'épopée des religieux. Donc on trouve des traits de l'épopée dans les récits dont j'ai parlé, sur lesquels je travaille. Alors maintenant, quand il arrive le temps d'écrire l'histoire du Sénégal, est-ce qu'il faut aller enregistrer ces textes pour chaque famille et en faire une compilation, ou est-ce qu'il faut retenir
ce qui appartient à l'histoire. Ah oui, c'est-à-dire ce qui intéresse l'historien qui cherche donc à comprendre la suite des événements au Sénégal. Oui. Prenons l'exemple du récit dont je parle. Oui. Je viens juste de parler. Que retient l'historien de ce récit, d'un tel récit, que Touba était, voilà, la ville est partie pratiquement de rien. Oui. Donc c'était une terre vide, à la limite hostile à la vie humaine. Et qu'aujourd'hui, les Mourides sont parvenus à construire cet espace pour en faire la deuxième ville du Sénégal. C'est ça. Mais maintenant, les récits qui entourent cela, je crois, sont destinés aux talibés. Ah on ne peut pas mettre tout ça dans un livre d'histoire. Alors peut-être que c'est ça la difficulté. Voyez-vous, Feu Samba Dieng, le spécialiste de l'Elhadji Omar, paix à son âme, il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Alors il disait dans la dernière émission qu'on a faite ici, qu'en fait, Elhadji Omar, c'est une épopée Peul, son histoire. Et qu'au cours de l'émission, justement, ce qui était important, c'est de faire la différence entre les faits historiques eux-mêmes, et par exemple la disparition d'Elhadji Omar, les faits historiques eux-mêmes et l'épopée. Et je pense qu'il a été très honnête de l'appeler épopée, parce que c'est des histoires destinées à faire aimer, à faire respecter justement un guide religieux, voilà, qui était Cheikh Oumar. Voilà. Donc c'est un texte qui est destiné, je crois, à ses adeptes, voilà, pour renforcer leur amour, leur fidélité, leur croyance au marabout. Alors, et là, quand on voit ce que vous dites là, professeur Mamaramsek, on pourrait croire que, je ne sais pas si c'est vrai, que enfin, l'histoire du Sénégal se confond avec l'histoire religieuse, ces épopées, et c'est difficile cette sorte de magma, c'est difficile d'en extraire les faits vraiment authentiques, parce qu'il y a forcément l'exagération dans l'épopée. C'est le rôle de l'épopée. C'est ça. Oui, mais il faut aussi dire que je pense qu'on a fait une mauvaise querelle, je crois, à ceux-là qui devaient écrire l'histoire du Sénégal, parce que l'histoire du Sénégal ne se limite pas à l'histoire des familles religieuses. Il y a eu d'autres tomes. Qu'en est-il de ces tomes? Voilà, je pense qu'on doit faire le point sur tout cela, voir les tomes sur lesquels il y a eu accord, concordance, voilà, et qu'on change ce qu'il faut changer dans les tomes qui sont problématiques. Donc, voilà la difficulté, justement, comme vous le dites, à laquelle cette commission a été peut-être confrontée, ou sera confrontée, simplement, c'est justement de faire la part entre l'épopée, ou l'épique, ou en tout cas la tradition orale et l'histoire. Et je pense que s'il faut un travail d'historien, c'est-à-dire relever les faits majeurs de notre histoire dans sa dimension religieuse, c'est-à-dire la relation entre l'administration coloniale et les marabouts, je pense que ça, tout le monde sait que c'était une relation parfois difficile. Il y a des textes, il y a des ressources. Et notre histoire, cette histoire ne date pas de très longtemps. Je suis sûr qu'il y a assez de ressources, n'est-ce pas, pour dire ce qui s'est passé. Je donne l'exemple d'un historien qui n'est pas sénégalais du tout, un Américain, David Robinson, qui a travaillé sur les sociétés musulmanes en Afrique de l'Ouest, qui s'est intéressé au Sénégal. Il a écrit un livre qu'il a appelé Path of Accommodation, c'est-à-dire les chemins de l'accommodation. Il décrit parfaitement ce qui, enfin, je pense à partir de ses recherches de terrain, etc., qu'après la phase djihadiste de Cheikh Oumar, s'est ouverte une phase de pacification des relations entre les marabouts et l'administration coloniale. Et c'est ce qui a donné, justement, c'est ce qui a permis d'ailleurs, c'est ce climat pacifique qui a permis à l'islam de s'implanter, de se développer au Sénégal. Je pense que tout le monde sait que si aujourd'hui nous avons des mosquées au centre-ville,
dans les grandes villes comme Saint-Louis, comme Dakar, etc., c'est parce qu'il y a eu quelque part négociations, discussions qui ont abouti à justement l'accord ou la possibilité de construire des zaouïas ou des mosquées dans ces grandes villes. Et je pense que notre islam n'a fait que se développer depuis lors. Donc ça c'est... Ces relations ne seraient pas aussi conflictuelles qu'on peut le penser. Peut-être qu'elle a été à un moment donné, mais qu'elle s'est développée, voilà, sous une forme plus pacifique, qui a permis donc à l'islam de se développer, voilà. Alors, dites-moi, professeur, ces histoires soufis-là que vous racontez dans ces livrages, dans cet ouvrage, alors, et ce fond, ce qui arrive, cette confusion entre les faits historiques et puis l'épopée, est-ce que ce n'est pas parce que ça se fait avec la collaboration du griot qui donne le ton, et forcément ce ton, ça tombe dans l'exagération souvent? Oui, effectivement. Toutes ces histoires ne sont pas racontées par des griots. Hein. Ah oui, l'histoire que j'ai relatée tout à l'heure, ça a été raconté par un petit-fils du marabout. Mais pour la plupart du temps, des histoires qui sont racontées autour des guides religieux, on a souvent le griot ou alors le modèle du griot. Oui. Hein, parce que qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans l'épopée et qu'on retrouve dans ces récits? Il y a la généalogie, hein, il y a le récit de la vie, hein, et il y a ce qu'on appelle le dénouement, mais qui est l'équivalent de l'évaluation. Ces trois éléments-là, on les retrouve dans l'épopée. Et on sait tous que ce sont les griots qui disent l'épopée. L'épopée de Sundiata a été racontée par Kouyaté. L'épopée, les autres épopées aussi ont été racontées par des griots. Donc le griot et sa parole, le griot est central dans la genèse de ces textes, dans la circulation de ces textes. Ce qui fait qu'ils impriment aussi à ces textes-là leur ton, leur façon de parler. Il arrive d'ailleurs qu'il y ait à l'intérieur même des actions miraculeuses. Hein. Je vous raconte une histoire, par exemple, que j'ai recueillie quand je faisais le travail de terrain. On raconte que quand Cheikh Ahmad Bamba est venu dans le bureau du gouverneur, il a prié 2 rakas et ça a duré 45 minutes. Les 2 rakas. Les 2 rakas. Et que tout de suite après, quelqu'un qui était là, parmi donc, ceux qui assistaient à la scène, a fait les éloges du marabout en lui disant que là où vous êtes aujourd'hui, quiconque serait là penserait plutôt à comment en sortir indemne que de prier, par exemple. Voilà. Donc, il y a eu là des éloges. Voilà. Et peut-être que, qui sait, est-ce que ça a duré 45 minutes? Est-ce que ça a duré 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc, vous voyez, c'est le genre de choses qu'on entend souvent, qui relèvent simplement peut-être du talent que le griot a, n'est-ce pas, dans sa façon de raconter ces histoires. Il magnifie, il reste sur les hauts faits. Voilà. Il les amplifie souvent. Parce que justement, l'épopée, c'est ça. L'épopée, c'est des hauts faits, hein, c'est des gestes. Voilà, c'est des gestes. Donc, voilà, on retrouve naturellement des reliques, n'est-ce pas, de la parole du griot. Alors, dites-moi, professeur, surtout dans ces histoires soufis, rapport entre le pouvoir religieux et le pouvoir des hommes politiques, alors, est-ce qu'on peut se poser des questions toujours sur le rôle du griot? Par exemple, le griot interprète alors, du discours religieux ou politique. Alors, avec l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, il y a eu une anecdote avec El Hadj Mbaye Pekh, quand je pense que le Jaraf, l'Ebou, lui avait dit de dire au Khalif général « Tey ñoo la moom ». Voilà. Il n'a pas pu traduire cela. Et il n'a pas pu porter cette parole-là, le dire. Oui, naturellement, parce que c'est un griot. Son rôle, c'est de
c'est de représenter un discours. Oui. Hein, je pèse mes mots, représenter un discours, surtout quand ce discours ne semble pas adéquat au moment. Ici, il est, encore, on retourne à ce que j'avais dit tantôt, l'espace. Hein, l'autorité, la plus haute autorité du mouridisme est là. Alors, quelqu'un vient s'adresser à lui et lui dit, voilà, aujourd'hui, je suis votre chef, ou quelque chose comme ça. Il n'y a que l'allégeance qui est possible, là, pas autre chose. Voilà. Donc, en tant que griot, il a choisi de se taire. Voilà. Il n'a pas voulu déformer ni changer les paroles du Jaraaf, mais il a choisi de se taire jusqu'à ce que le marabout lui dise, il faut le dire. C'est cela. Et je pense que c'est un habitué des faits. Hein. Je pense que si on cherche un griot typique, n'est-ce pas, c'est Mbaye Pekh. Parce que quand même, hein, il a passé du temps dans cette fonction. Alors, on se souvient des paroles du président Abdoulaye Wade, une fois, n'est-ce pas, lors d'une rencontre politique. Il était là et quand le président disait des choses qui ne lui semblaient pas, n'est-ce pas, adéquate, hein, en ce temps-là, alors il a cherché à l'arrêter. Et le président s'est fâché en lui disant, alors il ne faut plus faire ça. Voilà, il faut me laisser continuer, etc. Donc, le griot, c'est quelqu'un qui ne sort de sa bouche qu'un discours raffiné, s'il le faut embelli, représenté sous une forme convenable conventionnelle, pour l'audience, pour le milieu et pour ce qui... Alors, ça, le griot, une sorte de tamis. Voilà. Comme un tamis, il voit ce qu'il faut laisser passer, ce qu'on ne peut pas laisser passer. Voilà, et c'est ce rôle-là que Mbaye Pekh a joué ce jour-là. Alors il le joue aussi auprès des... rappelez-vous, une fois il est arrivé, j'ai plus exactement souvenance des faits, mais le président Macky Sall, quelqu'un qui portait, qui amplifiait son discours, et je pense que le président lui a dit « Ah non, je n'ai pas dit ça hein, ». Donc, ils prennent la liberté, ils prennent ces libertés sur... Parfois de déformer, de changer, etc. Je ne me souviens plus du contexte, mais tout dépend aussi du rapport que les deux personnages qui échangent des discours ont. Je pense que dans ce contexte-là, le président voulait peut-être faire passer un message clair, et il voulait que le marabout l'entende en ces termes. Il lui a dit non, il n'était pas d'accord que le griot change son discours. Alors, il y a aussi, si on voit toujours ces thèmes, Sophie, sur lesquels vous avez travaillé, professeur Mamaram Seck, alors ces thèmes et leur contenu, ces récits souvent servent aussi parfois à prédire l'avenir. Ils deviennent presque savants, prédire l'avenir quand même, et que ça se réalise. On a au moins trois thèmes dans ces récits. Il y a la capacité d'un marabout à prédire l'avenir. Il y a la biographie des marabouts. Voilà. Il y a la relation entre peut-être qu'on va y revenir tantôt, mais parlant de prédiction, effectivement, parmi les traits caractéristiques d'un cheikh, il y a cette capacité à faire des miracles, à dire des choses, voilà, et de voir ces choses se réaliser. Voilà, je pense que c'est Ikama, hein, comment on appelle ça encore? C'est le concept, c'est l'ijaba. L'ijaba, c'est-à-dire ce don qu'on a, voilà, de formuler des prières et que ces prières se réalisent, par exemple. Ça, c'est donné à certains chefs, dans ce contexte soufi. Et puis, le fait aussi de savoir quelque chose que les autres ne savent pas. Il y a le haïbou qui est une connaissance donc de l'inconnu, que seul Dieu a, mais il y a ce qu'un saint peut savoir par la bénédiction divine. Donc une connaissance d'inspiration
divine, Oui, et là, n'est-ce l'a pas, fait. cache-fou, c'est le cache-fou. Oui. Hein, cette connaissance qu'on a, qui nous a été donnée, n'est-ce pas, inspirée, voilà, par Dieu, alors donc, qui nous permet de dire des choses et que ces choses se réalisent. Oui. Voilà. Donc c'est un des traits Oui. caractéristiques de Oui, guide. et vous me rappelez qu'Ella Gemar l'a fait. Mais il y a aussi les relations entre les guides religieux et leurs disciples. Oui. Alors, qui influencent leur biographie. C'est toujours des miracles, c'est des faits exceptionnels qu'un homme normal ne peut pas faire, ne saurait faire. Oui. Il y a cela. Et les marabouts d'ailleurs sont présentés à l'image du prophète de l'islam. Oui. Ah oui, presque. Ah oui, parce qu'il y en a d'ailleurs qui confondent karamat, n'est-ce pas, que des humains peuvent faire, n'est-ce pas, et des miracles que seuls les prophètes peuvent faire, par exemple. Donc, Mourjizat, c'est un type de miracle destiné aux prophètes, oui. Que seuls les prophètes peuvent faire. Par exemple, quand Moussa, poursuivi par Pharaon et ses hommes, a pu, n'est-ce pas, se frayer un chemin. Oui, à la mer. Voilà, dans la mer. Oui. Alors, donc, ça, c'est des... Mais quand vous écoutez parfois ces histoires... Quand aussi Khadim Rassoul prie sur la mer... Prie sur la mer, c'est aussi voilà, c'est un karamat. Oui. Voilà, mais que certains aussi assimilent à Mourjizat. Oui. Donc, vous voyez, mais c'est dans le même champ sémantique. Oui. Donc, c'est des miracles que seuls ce que professeur Souleymane Bachir Diagne appelle Friends of God, les amis de Dieu, peuvent faire. Donc, ceux qui ont été choisis, les élus de Dieu, là, sont capables parfois de faire des miracles. Oui. Voilà. Oui, donc dans ces récits, c'est souvent ces miracles qui sont mis en évidence. Voilà. Même parfois, il peut y avoir quelques variations. Voilà, et qu'on retrouve dans la partie la plus importante de ces récits, c'est-à-dire la complication, là où il y a les actions, c'est souvent des actions miraculeuses. Effectivement, il y a des variations. Hein. Parfois, on raconte la même histoire de plusieurs manières, mais le talibé, ce ne sont pas ces variations qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est le fait. Voilà, le fait d'avoir prié sur la mer, c'est ça qui importe pour le talibé. Comment, voilà, c'est pas important. Voilà, et donc ces variations ne changent rien. Alors, est-ce que c'est un, je ne sais pas si le mot n'est pas trop fort, mais enfin, disons préjudice en tout cas, pour l'identité du talibé, qui n'est pas seulement spirituel. Est-ce que le talibé, ou bien il adhère à tout ce qu'on lui dit, est-ce que ça ne brouille pas un peu son... Non, nous sommes dans le domaine du religieux, de la foi. Oui. Hein, le talibé, non, il ne remet jamais en question ces histoires, parce que ces histoires font partie justement de son identité. Ça fait partie de la construction d'une identité. En fait, chaque famille, que ce soit la famille de Seydi Hadji Malick, que ce soit la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, il y a quand même un ensemble de récits qui entourent ces cercles, voilà, de récits biographiques, voilà, que les talibés veulent entendre parce que ça va raffermir leur foi. Voilà, hein, ça va davantage les motiver, voilà, et puis voilà, faire d'eux des fidèles. Oui. Voilà. Et donc ces familles religieuses, ces fidèles, quand ils ne retrouvent pas ces histoires auxquelles ils croient dans les livres d'histoire, évidemment, ça ne leur convient pas. Voilà. Alors, est-ce que donc la tare congénitale de ces livres, c'est que on ne raconte pas l'histoire comme une épopée. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais fait une émission avec le professeur Bouba Diop et une autre dame qui travaillait. Ils disaient d'ailleurs, ah oui, attention, ils avaient parlé comment on dit, d'un griot traditionnel, et ils disaient, oui, attention, ce qu'il dit, ce n'est pas l'histoire. Hein. Voilà, c'est des choses qu'il faudrait éviter de mettre dans ces livres qu'on va préparer. Ils l'ont dit. Ah oui, non, mais je pense que il faut juste s'entendre. Hein. Hein, il faut comprendre que c'est deux registres qui sont différents. Voilà. Et on peut écrire l'histoire sans heurter qui que ce soit. Si on s'arrête simplement aux faits. Et les faits, comme je dis, ça ne date pas de très longtemps.
voilà, ceux qui étaient impliqués sont encore là, ils ont écrit, ils ont laissé des traces, leurs familles sont là. Il suffit juste de se déplacer, d'aller là où se trouve l'information, de parler ceux à qui on doit parler, d'aller dans les bibliothèques, etc., dans les archives, pour reconstituer les faits et maintenant les soumettre à l'appréciation de tout le monde. Et si on s'accorde là-dessus, mais là c'est validé. Oui. Alors, je rappelle que vous travaillez sur le discours politique, sa nature, son rôle, n'est-ce pas, et sa fonction. Et puis justement, discours politique et religieux, n'est-ce pas. Et là, vous allez publier un livre « Communication chez les Tchantakoun » de feu Cheikh Béthio. Oui. Alors, qu'est-ce que vous développez dans non, en fait, c'est un chapitre dans un ouvrage collectif à la suite d'un colloque sur les objets du religieux qui s'est tenu à Saint-Louis avec des collègues du Sénégal et d'ailleurs. Oui, j'avais présenté quelque chose sur ce que j'ai appelé l'ethnographie de la communication chez les Tchantakoun. Oui, parce que là aussi, il y a une mobilisation par la communication extraordinaire chez les Tchantakoun. Oui, et puis, vous voyez, il y a des concepts qu'on entend très souvent aujourd'hui, qui peut-être n'étaient pas aussi connus avant. Ou en tout cas, même s'ils étaient connus, ils n'étaient pas aussi usités qu'ils le sont aujourd'hui. Chant, par exemple. Oui. Il y a tout un discours autour de chant. Ah oui. Et je regardais la télé, je pense, il y a 3 jours, ou sur une vidéo, des Tchantakoun qui étaient à Mazalik al-Jinan. Effectivement, je crois qu'ils disaient que, voilà, nous, on nous a appris à faire le chant. Donc, nous, le cheikh n'est plus là, mais nous savons ce qui lui ferait plaisir, ce qu'il ferait s'il était là, et c'est ce qu'on va faire à Touba. Vous voyez? Donc, tout ce discours autour du chant, qui dit que, voilà, Amul Khedj, Amul Sen. Je me souviens, quand j'ai eu l'occasion de parler avec Cheikh Béthio, quand il était à Bordeaux, c'est au moment où je faisais donc, le terrain pour recueillir des informations sur le mouvement Tchantakoun. Je me souviens, il avait fait une correction en disant à ses talibés, on ne dit pas Khedj Aksen, c'est pas Khedj Aksen, c'est Khedj Aksen. C'est-à-dire ceux qu'on aperçoit de loin et ceux qui sont là près de nous. Donc, oui, il a développé tout un langage autour de ce mouvement qui est fascinant. Donc, et c'est ça qui m'intéressait. Voilà, le concept de Chakour, par exemple, c'est rendre grâce à Dieu. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, tout ce langage-là, tout ce discours qui entoure le mouvement Tchantakoun, c'est ça qui m'a fasciné. Et donc, malheureusement, le projet a été écouté parce que quand j'ai présenté une partie du livre à Saint-Louis, on m'a dit il faut qu'on le publie. Voilà, et comme c'était un ouvrage collectif, donc j'ai sorti une partie du livre sous forme de chapitre. Mais je n'ai pas abandonné le projet. Oui, là nous sortons carrément du discours religieux et politique, l'analyse du discours, mais là c'est les choses que vous allez, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, que vous allez bientôt sortir, sur Youssou N'Dour, icône de la culture. Oui, voilà, ça c'est mon projet actuel. Le livre est presque terminé. Et je le fais avec un éditeur américain. Donc, pour le moment, on travaille autour du titre Youssou N'Dour, une icône culturelle. Et vous présentez plusieurs facettes du personnage. Qu'est-ce que vous présentez? Ce n'est pas une biographie classique. Et j'interroge ces textes. D'accord. Je m'intéresse à la contribution de l'homme, voilà, à la propagation encore une fois, de la culture. Vous interrogez le discours, encore une fois. J'interroge ces textes, j'analyse ces textes. Voilà. J'analyse ces textes, le contenu de ces textes et comment il a contribué lui aussi à forger, n'est-ce pas, l'identité sénégalaise à travers ses chansons. Très bien.
Et là, nous restons dans votre spécialité, dans votre travail, la recherche, c'est-à-dire sur le discours, sur les mots que les gens tiennent. Voilà. C'est sur ça et c'est sur ça donc, que nous avons axé cette émission, n'est-ce pas, une analyse du discours politique, du discours religieux, n'est-ce pas, les récits et comment ils fonctionnent dans notre société, leur fonction, leur rôle, et puis leur importance aussi, puisque, à vous entendre, ils fondent vraiment la réalité de notre société, qui est une société de l'oralité. Et j'invite les gens vraiment à s'intéresser à ce qui se dit. Oui, ce qui se dit. On s'intéresse seulement à ce qui se fait. Alors que ce qui se dit est à l'origine de ce qui se fait. Les Wolof disent nañu ko jëfee ju nekk nañu ko waxtaanee moo ko jiitu. C'est ça. Donc quand je dis qu'à Massalikul Jinaan on a regardé, on a vu deux hommes politiques se serrer la main, etc. Mais il y a tout un discours au préalable qui a abouti à ce geste, n'est-ce pas, public que nous avons vu. Et puis n'oublions pas, Dieu, l'être suprême, crée avec la parole. Donc la parole est importante. Non, la parole est au début et à la fin. Voilà. Merci d'être venu dans cette émission de parole. L'on parle. Merci de nous avoir parlé donc de votre livre qui va sortir et sur les récits soufis religieux au Sénégal. Je vous remercie. Je rappelle que le professeur Mamaram Seck est linguiste, il est chercheur à l'IFAN. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un autre numéro de l'entretien. L'émission qui est destinée aux chercheurs, aux créateurs, aux penseurs. Merci pour votre fidélité. Au revoir dans 15 jours.